Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Destination Monte-Carlo. En compagnie de son Excellence Monsieur Jacques Boisson, nous allons parler de la représentation de l'Europe à Monaco. Merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour monsieur, très heureux de vous entendre et je suis moi-même également très flatté d'être en communication avec votre radio. Je crois qu'elle a une très large écoute, notamment grâce au système Internet évidemment, et tout ça est très précieux pour faire mieux connaître l'action de Monaco dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas toujours peut-être très bien connus. Ce que je voudrais faire avant de commencer notre entretien, c'est de partager avec vous une pensée du 11 septembre, une pensée à l'intention de toutes les victimes, de leurs familles et des attentats, donc les résultats des attentats graves sur le plan dramatique, sur le plan humain qui ont frappé New York. Je sais que la presse développe énormément d'intérêt pour cet anniversaire malheureux, cette commémoration, et je voulais que nous nous associons ensemble par quelques pensées à cet égard. Je dois dire que moi j'ai été particulièrement marqué par ces événements parce que j'étais à New York à l'époque, j'étais en poste comme ambassadeur de Monaco aux Nations Unies, et je dois dire que ces événements étaient très lourds et très dramatiques, et j'en suis encore beaucoup bouleversé lorsque l'on en parle, et je voulais vous le dire, et je pense que c'est très bien que vos auditeurs également puissent comprendre l'importance de cet événement et les douleurs qui continuent à souffrir, beaucoup de familles des victimes et beaucoup de personnes qui ont été frappées par cet événement. D'ailleurs, si vous le voulez bien, on pourrait parler de cette association qui s'est créée à Monaco, qui s'appelle justement le 11 septembre. Oui, je pense que à Monaco, beaucoup de gens ont été très sensibles aussi à cet événement, et je crois que nous devons tous lutter, chacun dans nos domaines, pour que ce genre d'événement ne se produise plus. Donc nous sommes là pour parler de l'Europe. De quand date le Conseil de l'Europe ? Alors le Conseil de l'Europe a été créé tout de suite après la guerre. C'est une institution qui est donc très ancienne. Elle a été créée exactement, je pense en 1949, et elle était un peu la détentrice des valeurs que la libération de l'Europe du nazisme portait en elle, n'est-ce pas? Donc évidemment nous avions principalement à l'esprit, les créateurs, enfin les initiateurs de cette institution avaient principalement à l'esprit la protection des droits de l'homme, la lutte contre le racisme, la création en Europe d'états de droit respectueux donc de la loi et des hommes et des femmes qui vivaient sur le territoire européen. Et en même temps, bien entendu, la volonté de développer par tous les moyens la démocratie en Europe. Donc, c'était vraiment en quelque sorte un petit peu l'organisation qui avait la mission, je dirais, de nature morale et éthique de reconstruire l'Europe. Alors qu'à côté, bien entendu, il y avait des organisations comme l'OCDE qui avait pour charge, ou bien entendu le plan Marshall, de reconstruire sur le plan économique l'Europe. Donc je dirais que c'est la dimension morale et éthique de l'Europe qui a pris corps à cette époque-là et qui n'a fait que se développer au cours des années, toujours avec ces trois piliers fondamentaux qui sont donc la promotion des droits de l'homme, des valeurs fondamentales qui sont communes aux Européens, de l'état de droit, c'est-à-dire le développement de la loi et de la protection des citoyens à travers la loi, et puis des processus démocratiques. Et je crois que par exemple avec l'arrivée au Conseil de l'Europe des pays de l'Est qui avaient subi pendant de nombreuses décennies le joug du soviétisme, là aussi le Conseil de l'Europe a eu un rôle important à jouer. Alors comment la Principauté de Monaco est devenue membre du Conseil de l'Europe ? Eh bien, ça a été une assez longue aventure, n'est-ce pas? Parce que je crois que le prince Régnier III, qui avait déjà
agi pour que Monaco soit donc membre des Nations Unies, et donc nous l'avons été. J'ai été envoyé par le prince pour représenter notre pays aux Nations Unies. Le premier, d'ailleurs, j'ai ouvert cette mission, comme j'ai ouvert la mission au Conseil de l'Europe, la mission diplomatique, voulait absolument que Monaco trouve une place au sein des communautés internationales, de la communauté internationale en général, et puisse participer au grand débat qui a animé cette communauté, notamment des débats qui, en dehors même des débats politiques que peut connaître les Nations Unies, mais des débats qui pouvaient que promouvoir les valeurs, la compréhension entre les peuples et puis les échanges dans le domaine de la culture, dans le domaine des idées. Donc en fait, c'est un petit peu le suivi au niveau européen de la volonté du prince Régnier III, du regretté prince Régnier III, de participer aux instances importantes internationales. Il est vrai que Monaco était déjà membre de l'UNESCO depuis le début des années 50, je crois depuis 53 ou 54, mais c'était la seule vraiment organisation importante à laquelle Monaco participait, et sa dimension culturelle expliquait d'ailleurs cela. Mais là, nous avons évidemment une autre dimension, à la fois au plan des Nations Unies, parce que c'est une reconnaissance vraiment mondiale de Monaco comme un État, et maintenant au Conseil de l'Europe au niveau européen, puisque donc Monaco est reconnu tout à fait comme un État souverain, dans sa souveraineté pleine et entière. Alors vous me posiez la question de savoir ce qui s'était passé, enfin en quelque sorte le déroulement du processus d'adhésion. Comme vous devez le savoir et comme beaucoup de vos auditeurs doivent le savoir, c'est un processus qui a été relativement long, bien qu'il n'a pas été beaucoup plus long que les États qui nous avaient précédés. Mais ceci était lié au fait que nous avons voulu, dès le début, pouvoir faire un travail qui permettent à Monaco, au moment de son adhésion, d'être parfaitement en règle, je dirais, avec les contraintes, avec les obligations qu'impose à ses États membres le Conseil de l'Europe. Quelles sont ces obligations, justement ? Alors elles sont nombreuses. Je dirais qu'évidemment, tout d'abord, il y a la question des droits de l'homme qui est extrêmement importante. Alors, bien entendu, Monaco avait toute la panoplie qui permettait d'adhérer au Conseil de l'Europe. Je dois dire que, par exemple, Monaco, dans la Constitution elle-même de 62, et celle qui d'ailleurs a été révisée en 2002, a une partie qui traite de la question des droits de l'homme, des droits publics, dans son texte, n'est-ce pas ? C'est même pas dans son préambule comme c'est le cas dans certains États, mais c'est vraiment dans le texte même de la Constitution où les droits de l'homme sont prévus et invoqués. Donc vous voyez, c'est extrêmement important, c'est le titre premier. Et donc, je crois que nous avions, si vous voulez, les bases pour pouvoir être membre du Conseil de l'Europe. Ce qu'il fallait, c'est adopter les textes de loi, la législation, les textes de procédure, notamment de procédure pénale, pour pouvoir signer la Convention européenne des droits de l'homme, qui était une des premières obligations que nous devions remplir, et nous l'avons fait, de manière à ce que nos textes législatifs, nos textes réglementaires, répondent parfaitement non seulement au texte de la Convention elle-même, mais au protocole additionnel que nous étions engagés de signer, mais également aussi à la jurisprudence de la Cour. Parce que la Cour européenne, qui est quand même une exception dans le monde, c'est-à-dire que tout citoyen européen peut saisir la Cour sous certaines conditions, pour se plaindre d'une décision ou d'un acte de son gouvernement, ou d'une décision même judiciaire dans son pays. Donc c'est quelque chose d'extrêmement délicat, vous le comprendrez, il a fallu se préparer. Donc nous avons essayé d'adopter nos textes pour être prêts, le moment venu, à les respecter, à respecter les contraintes et les obligations que nous imposait le Conseil de l'Europe. Cela a été fait. Alors si vous le voulez bien en quelques mots, rappelons la constitution de Monaco par rapport à l'euro.
Ah bien, écoutez, nous sommes, ça c'est une question qui s'est réglée à Bruxelles et non pas à Strasbourg, mais nous sommes totalement inclus dans le système de l'euro. Et donc en fait, cela tenait en réalité à l'accord que nous avions depuis plus d'un siècle avec la France, qui permettait au franc, n'est-ce pas, d'être la monnaie nationale et la monnaie courante à Monaco. Bien. Alors à partir du moment où le franc disparaissait et qu'il était remplacé par l'euro, eh bien il a bien fallu qu'aussi nous adoptions l'euro. Donc ça s'est fait en plein accord avec les autorités monétaires françaises et le gouvernement français, et nous avons donc, nous sommes dans la zone euro, ce qu'on appelle la zone euro, sans problème et tout à fait normalement. D'ailleurs, Monaco a un petit pourcentage de monnaie qui est donc produite spécifiquement avec des références à Monaco, si vous voulez. Voilà. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en Principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, Principauté de Monaco. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous allons parler du terrorisme. Alors justement, que fait-on au Conseil de l'Europe pour éviter un nouveau 11 septembre? Et quelle est la part de Monaco justement dans ces histoires de terrorisme pour éviter justement qu'il y ait du terrorisme? Eh bien, écoutez, oui, nous avons, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, c'est un instrument, si vous voulez, c'est une organisation qui travaille au niveau juridique, au niveau du droit international. Donc, en fait, le Conseil de l'Europe élabore des textes, avec évidemment l'expertise des différents États membres, qui envoient des experts, qui envoient des personnes extrêmement compétentes dans ces comités préparatoires. Et ensuite, une fois que les textes, les instruments normatifs, souvent des conventions d'ailleurs, ou des traités ou des protocoles, sont adoptés, ensuite il appartient aux États évidemment d'y adhérer, de les signer et de les ratifier pour que ces textes entrent en vigueur sur leur territoire. Je dirais qu'en matière de terrorisme, le Conseil de l'Europe est très actif. Il y a plusieurs traités du Conseil de l'Europe qui ont été établis en matière de terrorisme, de lutte contre le terrorisme. Il y avait déjà depuis un certain temps la Convention européenne, je crois, pour la répression du terrorisme, c'est son titre, qui a été d'ailleurs modifié par un protocole. Il y a aussi une convention du Conseil de l'Europe qui est intitulée « Pour la prévention du terrorisme ». Donc elle est plus générale, elle est plus, si vous voulez, elle essaie de prendre de donner aux États membres la possibilité d'intervenir avant que les actes de terrorisme se produisent. Et puis, il y a une convention beaucoup plus récente, en tout cas qui a été renforcée, c'est celle relative au blanchiment. Je crois au dépistage, elle a un titre un peu compliqué, à la saisie, si je me souviens bien, et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme. Alors c'est une convention qui est plus récente et que donc est très importante pour moi parce qu'évidemment une des sources du développement du terrorisme, évidemment, c'est son financement et c'est l'argent qui peut être issu du trafic de drogue ou du trafic d'armes ou bien de certains États complices, je ne ferai pas de nom ici. Et donc déjà la priver d'une partie de ses ressources, priver le terrorisme d'une partie de ses ressources est extrêmement important. Donc ces trois conventions sont à la signature des États et Monaco est en train là encore de préparer et d'adapter sa législation pour pouvoir être en mesure de signer ces textes le plus rapidement possible. Monaco qui depuis une décennie a une transparence totale par rapport à ses banques. Oui, nous avons fait de gros efforts. Nous avons travaillé beaucoup avec le GAFI, avec Moneval, qui est d'ailleurs une institution justement issue du Conseil de l'Europe, pour adopter nos normes de contrôle de l'argent qui peut arriver dans nos banques, évidemment. Bon. Et je crois qu'il y a un gros effort qui est fait. Et je crois que c'est d'ailleurs dans l'intérêt même à la fois des banques monégasques et du pays, parce que je crois qu'il faut en effet que nous soyons aux normes européennes. Et je pense que nous sommes maintenant vraiment aux normes européennes. Et j'en suis très satisfait. D'ailleurs, il faut toujours s'adapter. C'est un travail d'adaptation permanent et d'amélioration en permanence. Mais enfin, je pense que nous avons la volonté, aidé d'ailleurs en cela par le prince Albert, qui est très très engagé aussi en cette matière pour
pour être aux normes les plus pointues. Alors en matière de droits de l'homme, quels sont les chantiers sur lesquels travaille le Conseil de l'Europe? Eh bien, nous avons plusieurs chantiers prioritaires. Il y a d'ailleurs, je dirais, d'une manière générale, un effort qui est fait pour l'égalité des sexes. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, j'ai d'ailleurs le plaisir de vous indiquer qu'aujourd'hui même, le juge monégasque à la Cour européenne des droits de l'homme va être installé. C'est le terme consacré, l'installation d'un juge. Et que ce juge est une femme. Donc, c'est une femme de nationalité monégasque et nous sommes très fiers de pouvoir avoir une magistrate à la Cour qui soit une femme, et une femme qui était magistrat à Monaco et qui donc devient magistrat à la Cour européenne des droits de l'homme. À Monaco, il y a également des progrès sur la transmission de la nationalité. Oui, il y a de toute manière eu des progrès au cours des années, parce que à l'origine, il n'y avait que le père qui transmettait sa nationalité. Et puis la femme, sous certaines conditions, a pu le faire, de naissance à Monaco des enfants, de résidence d'un certain temps. Et maintenant, ça va être vraiment une possibilité qui rend l'égalité entre l'homme et la femme dans la matière. Et ça aussi, je crois que c'est très bien. Ça va dans le sens d'ailleurs des priorités du Conseil de l'Europe. Alors il y a évidemment cette préoccupation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a également une des préoccupations du Conseil de l'Europe et donc de ses États membres, c'est la protection des minorités nationales, la protection des... Alors dans notre cas, ça joue pas vraiment, c'est surtout dans les pays de l'Est où il y a, comme vous le savez, des États qui ont des minorités nationales et qui ont parfois des problèmes d'intégration de ces minorités, mais enfin c'est une des grandes priorités aussi du Conseil. Nous avons aussi un effort à faire, et je crois qu'il est extrêmement important en matière de traite des êtres humains, parce que comme vous le savez comme moi, et vos auditeurs doivent le savoir aussi, malheureusement il y a beaucoup de traite des êtres humains pour la prostitution, pour un certain nombre de choses qui sont vraiment inadmissibles. Et donc là, il y a un gros effort à faire aussi, et le Conseil de l'Europe est en pointe dans ce domaine. Alors si vous le voulez bien, Monsieur Jacques Boisson, quelques mots sur la composition du Conseil de l'Europe. D'abord, je dirais donc qu'il y a 46 États membres, et parmi ces États membres, il y a l'ensemble des États de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, y compris jusqu'à la Fédération de Russie, et y compris la Turquie. Donc ce qui fait que nous sommes 46 États. Alors, il y a deux instances principales. L'une qui est l'instance qui représente les gouvernements, où siègent donc les ambassadeurs, représentants permanents, et qui s'appelle le comité des ministres, parce que en fait, ces ambassadeurs représentants permanents représentent leur ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Relations extérieures. Et une ou deux fois par an, les ministres se réunissent et viennent donc pendant le 3e sommet, c'était le cas à Varsovie. Nous avons eu également une réunion au niveau ministériel là au mois de mai. Mais, si vous voulez, comme cette réunion, ce comité des ministres se réunit toutes les semaines, on ne peut pas demander aux ministres des Affaires étrangères de venir toutes les semaines. Donc, ils nous délèguent leur pouvoir et nous participons, nous, chaque semaine, puisque nous résidons à Strasbourg, à ce comité des ministres. Alors, ce comité des ministres a des agendas très chargés. C'est lui, justement, qui va distribuer les différentes... tâches aux différents comités, aux différentes directions générales du Conseil de l'Europe. Et puis contrôler leur travail, et lorsque le travail revient au comité des ministres, l'adopter, bien, par des décisions très formelles. Ensuite, vous avez l'Assemblée parlementaire. Alors l'Assemblée parlementaire est constituée, à la différence du Parlement européen qui sont élus directement par les citoyens européens, l'Assemblée parlementaire de Strasbourg, ce sont des députés, et en ce qui nous concerne donc les conseillers nationaux, qui viennent 4 fois par an pendant une semaine, donc au cours de 4 sessions, se rencontrer et débattre des grands problèmes à la fois d'actualité
et de questions relevant plus proprement du Conseil de l'Europe en donnant des recommandations, en donnant des indications, en posant des questions au Conseil de l'Europe sur certaines affaires. Et donc, il y a un échange qui se fait régulièrement au cours de ces 4 sessions, qui sont d'ailleurs couronnées toujours par un comité mixte, où siègent les représentants des gouvernements, les ambassadeurs et les parlementaires venus à Strasbourg. Alors je peux vous dire, c'est toujours assez animé. Alors justement, comment sont votées les directives avec ces 3 instances? L'Assemblée parlementaire n'a qu'un rôle consultatif, donc elle ne vote pas les textes. Mais elle peut recommander au comité des ministres, par exemple, d'adopter telle convention ou de prévoir un instrument juridique dans tel ou tel domaine, mais ça reste de la responsabilité du comité des ministres de les accepter, de les faire siennes et de les faire passer dans le système d'élaboration des instruments juridiques. Mais bon, l'Assemblée parlementaire, je dirais, a un rôle un peu moteur, un rôle de stimulation, un rôle pour pousser les gouvernements à prendre des initiatives ou à développer des instruments ou des programmes dans tel et tel domaine. Mais son rôle est purement consultatif. Par contre, son rôle est extrêmement important parce que c'est elle qui va élire le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Vous voyez ? Donc, à travers cette élection, elle a quand même, si vous voulez, une influence, malgré tout, très importante. Ensuite, il y a un conseil des autorités locales qui regroupe, si vous voulez, régionales et locales, qui regroupe les représentants de conseils régionaux, par exemple en France, de départements, et puis les municipalités. Quel est le rôle du président, du responsable? Alors, vous avez un secrétaire général du Conseil de l'Europe. C'est, si vous voulez, lui qui est chargé d'appliquer les décisions des États membres et de les mettre en œuvre. Et puis, évidemment, bien entendu, de contrôler le travail de l'ensemble du secrétariat, de ces différents départements, et puis de présenter au comité des ministres les textes qui ont été élaborés à leur demande. Alors, il a un rôle, si vous voulez, un rôle politique, un rôle d'animateur et un rôle de contrôle. C'est un peu comme un chef de gouvernement, je dirais, ou pas tout à fait, parce qu'il n'a pas le pouvoir d'un chef de gouvernement, mais en tout cas, il a un rôle de rapporteur auprès du comité des ministres et de responsable des activités qui sont menées par le secrétariat du Conseil de l'Europe. Destination Monte-Carlo, à découvrir sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.